Cœur de patrimoine, Cédric Decoeur. Et on termine donc Cœur de patrimoine pour cette semaine avec cette saison, l'IR, impôt sur le revenu. Vous êtes en pleine campagne de déclaration, en train de rassembler tous vos papiers, etc. pour tout bien faire. Et on va vous aider avec Yann de Florenne. Bonjour Yann. Bonjour Cédric. Merci d'être au rendez-vous pour Modo Patrimoine et ensemble on va essayer de se poser comme ça une douzaine de questions pour donner les petits conseils, les petits tips, les bonnes idées, les bonnes affaires, entre guillemets, de cette déclaration d'impôt. Déjà, comment ça se calcule, entre guillemets, un impôt ? Parce que c'est vrai qu'on remplit des dizaines de cases et à la fin, on a un joli résumé qui nous donne un chiffre. Mais voilà, on a impôt, on a du revenu brut, du revenu net, des parts, comment ça se calcule ? Alors, en France, déjà, l'impôt sur le revenu se calcule en plusieurs étapes. Il y en a même plein, je vais essayer de simplifier le plus possible. C'est un sujet qui peut parfois paraître barbare, mais qui est très utile à comprendre. D'abord, on va essayer de déterminer ce qu'on appelle le revenu brut global du foyer fiscal. De ce revenu brut, on va déduire certaines charges, comme les frais professionnels, des pensions alimentaires. Ça va nous donner le revenu net imposable. Ce revenu net imposable, on va le diviser par le nombre de parts fiscales. Les parts fiscales, c'est ce qu'on appelle le quotient familial. Et chaque parent représente une part fiscale chacun. Les 2 premiers enfants, c'est 0,5 part fiscale chacun. Et ensuite, à partir du 3e enfant, c'est 1 part fiscale. Par enfant. Par enfant, c'est ça. Une fois qu'on a déterminé le nombre de parts fiscales, on divise le revenu net par part fiscale, et ce revenu net, on va le soumettre à un barème par tranche. Parce ce qu'il faut savoir, c'est que chaque partie de son revenu est imposée de manière différente. En France, c'est ce qu'on appelle le barème progressif de l'impôt sur le revenu. Par exemple, la première partie de son revenu, de 0 jusqu'à 11 500, on paye 0%. De 11 500 jusqu'à 29 000, on est à 11%. De 29 jusqu'à 83, on est à 30%. Et la dernière tranche, la plus importante, c'est celle qui dépasse 180 000. Là, on paye 45% d'impôt sur cette partie. Donc, on l'aura compris, en France, plus on gagne d'argent, plus le taux est élevé, donc plus on paye d'impôt. C'est l'impôt progressif. Un exemple pour essayer d'illustrer tout ça, on va prendre un couple de mariés sans enfants. Donc, le foyer fiscal représente 2 parts fiscales et admettons qu'ils ont un revenu net imposable de 100 000 euros. On le divise par 2 parts fiscales, ça donne 50 000 euros qu'on va rentrer dans notre barème par tranche. De 0 à 11 500, un taux de 0%, donc 0 euros d'impôt. De 11 500 jusqu'à 29 000, on paye 11%, ce qui représente à peu près 1 950 euros. Et de 29 000 jusqu'à les 50 000, on paye 30% sur cette partie, ça fait à peu près 6 200 euros. Donc si on additionne tout ça, ça nous donne à peu près 8 150 euros qu'on remultiplie par le nombre de parts fiscales par 2 et donc ça donne 16 300 euros d'impôt pour un couple qui gagne 100 000 euros avec 2 parts fiscales. On a vu aussi, où on voit sur toutes ces données fiscales, des taux moyens et des taux marginaux d'imposition. Comment ça influe justement sur la façon dont on perçoit un peu la façon dont on est imposé ? Alors, on a d'un côté le taux moyen d'imposition. C'est ce que représente le montant d'impôt qu'on paye en moyenne par rapport à son revenu net imposable. Je reprends notre couple qui gagne 100 000 euros. Il paye 16 300 euros d'impôt. Ça représente 16,3%. C'est ça le taux moyen. D'accord. De l'autre côté, on a le taux marginal d'imposition. Le taux marginal d'imposition, comme on l'a vu, toutes les parties du revenu ne sont pas imposées de manière différente. Là, le taux marginal d'imposition, c'est le taux qui va être appliqué à la partie de son revenu qui est la plus fortement imposée, celle qui est dans la tranche la plus élevée. On l'a vu, notre couple, avec 100 000 euros, ils sont dans la tranche à 30%. Donc, eux, ils ont ce qu'on appelle une TMI, une tranche marginale d'imposition, à 30%. Et c'est super important de déterminer sa TMI parce que dès qu'on va avoir des revenus supplémentaires qui vont venir s'ajouter, comme des loyers immobiliers... Eux, ils vont être taxés à 30%. Exactement, ils vont être taxés à ce qu'on appelle notre TMI. Alors, ensuite, on sait combien on va payer d'impôts. Mais vous ne nous avez pas parlé de réduction d'impôts, vous ne nous avez pas parlé de déduction, vous n'avez pas parlé de crédit d'impôt. Et pourtant, tous ces mots, on les retrouve dans notre lexique fiscal. Et exactement, la sémantique a son importance encore plus dans le domaine fiscal. Et très souvent, on voit sur sa déclaration d'impôt, déduction, réduction, crédit d'impôt.
c'est 3 termes qui ont un mécanisme différent. La déduction fiscale, elle intervient avant le calcul de l'impôt sur le revenu. C'est une somme qu'on va déduire de son revenu imposable. Le but, c'est de faire baisser sa base imposable, parce que mécaniquement, plus sa base imposable est faible, plus l'impôt qu'on va payer dessus va être faible. Ensuite, on a la réduction d'impôt, elle qui intervient après le calcul de l'impôt. C'est une somme qui va venir se déduire du montant d'impôt qu'on doit payer. Et enfin, on a le crédit d'impôt, qui, à l'instar de la réduction d'impôt, intervient après le calcul de l'impôt. Mais là, c'est encore plus avantageux, parce que si on a un crédit d'impôt qui est supérieur à l'impôt qu'on doit payer, on a un remboursement. Par exemple, à quelqu'un qui doit payer 5 000 € d'impôt, qui a un crédit d'impôt à 6 000, il a un remboursement de 1 000 €. D'accord. Mais avec une réduction d'impôt, si on a un impôt à 5 000, une réduction d'impôt à 6 000, ça fait 1 000 € de perdu. Ah oui, eh ben oui. C'est Parce ça. que ça tombe pas au même endroit. C'est ça. Bon, donc voilà. Quelles sont les principales dépenses qui permettent d'optimiser ces impôts? Parce que, voilà, on n'est pas là pour parler fraude, hein. C'est juste tout dans la légalité. Non, mais c'est important. Oui, c'est C'est-à-dire qu'il y clair. a des façons légales de diminuer, entre guillemets, son impôt. Cette petite parenthèse était très importante, parce que c'est vrai que dans l'esprit des néophytes de l'impôt, dès qu'ils entendent optimisation Ouais, fiscale, ils pensent qu'on triche, qu'on c'est est de la nul. fraude. Oui, c'est ça, on a un compte au Caïman. Non, alors ce qu'il faut bien distinguer tout ce qui est dépenses des investissements. Une dépense, c'est lorsqu'on va avoir une charge qu'on va pouvoir déduire de son impôt. On a par exemple, dans les plus connus, on a la pension alimentaire, on verse une pension à un ascendant, un descendant, ça on va le déduire de son revenu, c'est une déduction fiscale. Dans les réductions d'impôts les plus connues, on a par exemple les dons à des syndicats, à des associations, qui vont faire l'objet d'une réduction d'impôt à hauteur de 66 voire 75% du montant de la dépense. Et enfin, les crédits d'impôt les plus connus, c'est l'emploi à domicile. Si on a une personne qui vient faire le ménage ou garder ses enfants, là, on bénéficie d'un crédit d'impôt de 50% du montant de la dépense. Et sachant que tout ça, c'est aussi ce qu'on appelle un peu parfois les niches fiscales. C'est ça. Elles sont parfois plafonnées. Plafonnées, oui, à 10 000 €. Pas sur tous les. Pas sur... Et alors après, il y a aussi des investissements, des placements finalement, qui permettent. Alors il y a différents noms. Il y a le Girardin, le de Normandie, il y a le plan d'épargne retraite. En fait, tout ça. À chaque fois, il y a une petite clochette fiscale qui vient. Et ça permet aussi de réduire son impôt ? Exactement. Donc là, on rentre dans la catégorie des investissements, des placements, où le but, justement, c'est de gagner plus que ce qu'on a dépensé. Vous en avez cité. On a, par exemple, le PER, plan épargne retraite. Là, on est dans la catégorie des investissements financiers, où un plan épargne retraite, c'est un compte d'épargne, et la somme qu'on va verser sur ce compte d'épargne, on va venir le déduire de son revenu imposable, à l'image un petit peu dans le mécanisme de la pension alimentaire. Et la rentabilité fiscale de ce placement dépend de sa TMI. On disait l'importance de la TMI. Pourquoi ? Parce que, par exemple, un contribuable qui a une tranche marginale d'imposition à 41%, s'il verse 10 000 € sur un PER, il a une économie d'impôt immédiate de 4 100 €. C'est 10 000 € en moins qui sont imposés à 41%. Un autre contribuable qui a une TMI à 30%, qui fait ce même versement de 10 000, lui n'a un gain que, entre guillemets, de 3 000 €. Ouais. Donc ça, c'est pour... On a le PER, on a le Girardin, par exemple, vous en avez parlé, qui est une loi de défiscalisation qui a été mise en place par l'État français pour redynamiser les territoires des dom-toms. C'est de l'investissement dans les dom-toms. Ce qui est intéressant avec ce placement, cette réduction d'impôt, c'est que on sait en avance ce qu'on va récupérer au niveau des impôts. Pourquoi ? Parce que chaque société, il y en a des dizaines en France, qui proposent des investissements Girardin, fixe le taux de rentabilité avant d'investir. Donc, je prends par exemple une société de Girardin qui fixe un taux à 20%. Si on met 10 000 € sur un Girardin 20% en année N, l'année N plus 1, on reçoit une réduction d'impôt de 10 000 plus 1%, donc on reçoit 12 000 € de réduction d'impôt. Ça, c'était des placements financiers. Niveau immobilier, il y en a plusieurs, vous en avez cité. On a par exemple le de Normandie, la loi Malraux, qui font l'objet d'une réduction d'impôt, qui sont en général un pourcentage du prix du bien. Le de Normandie, c'est par exemple 2% pendant 9 ans du prix d'acquisition. Vous achetez un bien à 200 000 €, pendant 9 ans, vous avez 4 000 € de réduction d'impôt grâce à la loi de Normandie. Et enfin, une des plus connues et des plus puissantes aussi, c'est ce qu'on appelle la loi monument historique, où c'est une loi qui fait l'objet d'un investissement immobilier locatif, qui fait l'objet de travaux très importants. Et là, on va pouvoir déduire les travaux de son revenu imposable.
Voilà donc quelques idées à avoir en tête. On a dit un mot tout à l'heure des enfants, Yann, en rappelant les histoires de parts, les 0,5 pour les 2 premiers, et puis une part entière par enfant supplémentaire. Mais il y a un moment où l'enfant, quand il devient majeur, c'est plus vraiment un enfant. Et donc, il peut quitter le nid familial et le nid fiscal aussi. Et se pose pendant quelques années la question de rattacher son enfant majeur. Est-ce qu'on y a intérêt? Est-ce que c'est une bonne idée? Comment on tranche cette question-là? Alors, tout dépend de la situation personnelle des contribuables et de leur foyer fiscal. C'est vrai qu'en théorie, un enfant majeur représente son propre foyer fiscal et a donc une obligation déclarative. Pour autant, la famille, les parents ont la possibilité de conserver l'enfant rattaché à leur foyer fiscal et donc de conserver une demi-part, voire une part fiscale supplémentaire. Mais l'inconvénient, c'est qu'ils vont pas pouvoir déduire une éventuelle pension alimentaire ou des frais d'entretien qu'ils lui versent. Donc, justement, là, c'est un calcul à faire. Tout dépend de la situation. Il faut voir ce qui est le plus intéressant entre rattaché ou détaché. Et ça, ça va dépendre déjà de la TMI, de la tranche marginale d'imposition du foyer. Ça va dépendre, est-ce que l'enfant représente 0,5 ou une part fiscale? Est-ce qu'il a des revenus? Quel est le montant des frais qu'on dépense pour son entretien ou pour sa pension alimentaire? Donc voilà, c'est un jeu de calcul à faire pour déterminer si c'est plus intéressant ou pas de rattacher l'enfant. Et entre guillemets, ces calculs, on les fait sur un coin de feuille ou là encore, on a sur le site des impôts un outil bien fait pour nous aider? Justement, il progresse et sur les impôts, comme pour déterminer sa tranche marginale d'imposition, il y a des simulateurs qui permettent de savoir s'il est plus intéressant ou pas de rattacher un enfant en fonction de sa situation, des dépenses et de sa TMI. On parlait en début d'émission avec Amélie Branchu de régimes matrimoniaux. Alors on va aussi rentrer cette donnée-là dans notre petit logiciel fiscal, si vous le voulez bien. Qu'est-ce qui se passe fiscalement si on a eu un changement familial en 2024? Alors Pacs, mariage, divorce, naissance d'enfants, enfin... Alors d'un point de vue obligation déclarative, on a un mariage, on a un Pacs. Le principe, c'est l'imposition commune pour l'ensemble de l'année. On a la possibilité d'opter pour une déclaration séparée. Encore une fois, c'est un calcul à faire, voir fiscalement ce qui est le plus intéressant. En cas de divorce ou de rupture de Pacs, là, c'est imposition séparée pour toute l'année. Si on a des enfants en commun, les enfants vont être rattachés, soit ils peuvent être rattachés à un seul foyer fiscal, et donc c'est un seul des deux parents qui va bénéficier de leur part fiscale. L'autre parent va éventuellement pouvoir déduire une pension alimentaire de son revenu. Soit on est en garde alternée, et dans ce cas-là, on fait moitié-moitié au niveau des parts fiscales. S'il y a une naissance, par exemple, pendant l'année, on bénéficie d'une demi-part, voire une part supplémentaire pour l'ensemble de l'année. Et de l'autre côté... Même s'il est né le 26 décembre. Qu'il soit né le 1er janvier ou 31 décembre, c'est le même effet d'un point de vue fiscal. Et de l'autre côté, à l'autre extrémité, s'il y a un décès pendant l'année, là, il y a une double déclaration pour le conjoint survivant. Une qui va du 1er janvier jusqu'à la date du décès, vous voyez, il y aura une déclaration commune, et une déclaration individuelle de la date du décès jusqu'au 31-12. Un petit mot sur tout ce qui est revenu foncier. Comment est-ce que ça rentre dans le calcul de nos impôts que vous avez initiés au départ? Alors, les revenus fonciers, à ne pas confondre avec ça, ce sont les loyers issus de la location nue, juste à pas confondre avec les loyers tirés de la location meublée, qui eux rentrent dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux. Alors comme un peu ce qu'on disait au début, la première chose à faire, c'est de déterminer le montant brut, les loyers bruts qu'on a perçus. Et une fois qu'on a ces loyers bruts, on a deux choix, soit le régime du microfoncier ou du foncier réel. Microfoncier, tout simplement, on déclare ses loyers bruts et on a un abattement de 30% qui s'applique sur ce montant de loyer, à condition que les loyers encaissés ne dépassent pas la somme de 15 000 euros. Exemple très simple, on perçoit 10 000 euros de loyer, on a 30% d'abattement, donc on a des loyers nets imposables de 7 000 euros. Soit on a le régime du réel, où là on va avoir d'un côté les loyers bruts encaissés et de l'autre côté les charges réellement dépensées. Ça va être la taxe foncière, des éventuels travaux, la charge de copro, les assurances, les intérêts d'emprunt pour le crédit. Comment choisir entre les deux? Encore une fois, un calcul. Si l'ensemble des frais est supérieur à 30%... Faut faire tourner son tableau Excel. Exactement, on a tous intérêt d'opter pour le réel. Et une fois qu'on a déterminé les loyers nets imposables, ces loyers nets, on va venir les rajouter à notre TMI, 30, 41, 45%, et ils vont être imposés à notre TMI. Et il ne faut pas oublier aussi les 17,2 de prélèvements sociaux.
Alors là, j'ai envie de dire, on a parlé un peu du droit commun. Oui. Je suis salarié, je gagne de l'argent, j'ai des revenus, ou je suis retraité, enfin bon, bref. Mais il y a quand même certains contribuables qui sont particuliers. C'est-à-dire qu'ils sont indépendants ou alors ils sont auto-entrepreneurs. Ça a un impact fiscal, il y a des avantages, il y a des... Ouais, bien sûr. Alors, en auto-entrepreneur, on va avoir des abattements en fonction déjà de sa catégorie de services. Soit ça peut être de la vente de produits, soit des prestations de services. Donc là aussi, il y a différents abattements qui vont s'appliquer et en fonction de certains seuils à ne pas dépasser. Sinon, on va devoir faire des déclarations réelles. C'est un peu comme le principe du micro-foncier, foncier réel. D'accord. Il y a soit le régime micro pour l'auto-entrepreneur, soit le régime réel si on dépasse un certain montant de revenus. Allez, on termine juste par une petite question pratico-pratique parce que ça n'aura échappé à personne, mais depuis quelques années, on a le prélèvement à la source. Est-ce que du coup, ça a changé quelque chose en termes de gestion de l'impôt Parce que maintenant, c'est vrai que tout est un peu automatique. Enfin, on remplit encore une déclaration, mais sinon, on sait qu'on est prélevé presque chaque mois. Ça a changé quelque chose fondamentalement ? Alors, ça n'a absolument rien changé sur le montant d'impôt final qu'on va payer, mais c'est peut-être un peu plus en termes de logistique, de trésorerie, parce que là, depuis le prélèvement à la source, au lieu de payer son impôt en une seule fois au moment de la déclaration, là, il est lissé sur l'année. On a un taux individualisé. D'ailleurs, taux qu'on peut modifier à sa guise sur le site impôt.gouv, sur son espace perso, et l'adapter en fonction de notre revenu, des changements qu'on a eu pendant l'année. Mais il est calculé qu'une fois par an, en l'occurrence au moment de notre déclaration d'impôt. Et le but de la déclaration d'impôt, c'est de préciser et de renseigner certains revenus qui ne font pas l'objet d'une retenue à la source, comme par exemple les revenus fonciers ne font pas forcément l'objet d'une retenue à la source. Et à la fin, on a deux résultats possibles lorsqu'on a fini notre déclaration d'impôt. Soit on a droit à un remboursement, parce qu'on a peut-être payé... Soit on a trop payé. Soit on a trop payé parce que le taux de retenue à la source était trop élevé, on a trop payé. Soit de l'autre côté, on doit faire un paiement supplémentaire. Donc il y a une régularisation qui se fait. Exactement, c'est une régularisation. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que peu importe le taux qu'on a eu d'appliquer, le taux de retenue à la source pendant l'année, à la fin, avec la déclaration d'impôt, on doit payer ce qu'on a réellement à payer. Merci beaucoup Yann. Merci, Yann de Cédric. Florenne, donc Modo Patrimoine. Cœur de patrimoine, une émission à réécouter et télécharger sur le site et l'appli Radio Patrimoine et sur toutes les plateformes de streaming.